Merci de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions vidéo, Question Directe A, nous recevons Maître Aimé Kirolo Moussamba, un homme qu'on ne présente plus parce qu'il est connu. C'est l'ancien avocat de Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous le recevrons, on va passer en revue notamment la situation générale au pays, la situation, l'affaire Bemba qui est encore en cours devant la Cour pénale internationale et tant d'autres sujets. Maître Kirolo, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir dans ce cadre prestigieux. Commençons par l'affaire Bemba. Je vous ai suivi sur Radio Okapi, vous parlez d'une victoire partielle, alors que la procureure Bensouda a demandé plutôt qu'on revise à la hausse la peine initiale d'une année qui vous a été infligée. Qu'en dites-vous? Je voudrais simplement dire que les réquisitoires qui avaient été prononcés par le bureau du procureur de la CPI dans cette affaire de subornation de témoins indiquent clairement que l'objectif poursuivi par le bureau du procureur était que l'on obtienne au niveau de la Cour mon arrestation immédiate, privation de liberté pour 15 ans. C'était le premier réquisitoire. Par la suite, à la suite d'un certain nombre de balbutiements procéduraux, ce n'était plus 15 ans, c'était 9 ans. Aux dernières nouvelles, c'est 5 ans qu'elle demandait. Et l'objectif était que lorsque nous nous sommes présentés tout récemment, le 8 mars, devant la Cour pénale internationale, que je sois privé de ma liberté et gardé directement, réincarcéré au centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale. On devait vous retenir dès le 8 mars ici. Tel était l'objectif du bureau du procureur de la CPI. Il se fait que, avec des confrères que j'ai constitués pour établir ma défense, le bureau du procureur a été complètement désavoué par la chambre d'appel qui ne l'a pas suivi sur ce point. Il faut dire que nous devons attendre maintenant la décision qui sera rendue. Je voudrais simplement constater que le bureau, la chambre d'appel, contrairement aux allégations du bureau du procureur, m'a acquitté de 14 chefs d'accusation. Ce n'est pas seulement moi, c'est aussi le collaborateur avocat qui était avec moi à la Cour pénale internationale. C'est aussi le cas de Jean-Pierre Bemba aussi. Ce qui veut dire que automatiquement, le simple fait d'être acquitté de plusieurs charges implique une révision de la décision sur la peine. La peine qui a été prononcée au départ m'exemptait de toute privation de liberté effective. J'attends à ce que la chambre d'appel, sans mettre la charrue avant le bœuf, sans préjuger de la décision souveraine des juges, à qui je réitère toute ma confiance, qu'une décision soit prise, mais déjà plusieurs experts s'accordent avec moi pour considérer que cette décision ne pourrait raisonnablement être que une décision qui va dans le sens de l'allègement de la peine qui a été infligée. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au niveau de la Cour pénale internationale, c'est la priorité doit être donnée à la poursuite des crimes les plus graves qui touchent l'humanité. On ne peut pas continuer à s'enliser avec un procès accessoire qui concerne des questions de subornation de témoins qui auraient pu être jugées par les tribunaux nationaux, soit de Pays-Bas ou même de la Belgique. En fait, parce que le statut de Rome a confié à la Cour pénale internationale la mission principale de poursuivre le crime de guerre
crime contre l'humanité, crime des génocides et actuellement aussi le crime d'agression. Et donc, quand j'imagine que finalement, on a gaspillé plus de 5 ans dans cette affaire, que de millions de dollars ont été dépensés, face à des urgences qui impliquent, qui nous amènent à constater que des millions de victimes souffrent aujourd'hui au Congo des crimes, des violations de droits de l'homme massives dans l'est du pays. Mais restons un peu dans l'affaire Bemba strictement. En fait, l'avocat, pardon, le procureur ou la procureure vous reproche d'avoir fait obstruction justement à cette justice en soudoyant des témoins. Alors, la question est simple. Avez-vous soudoyé des témoins? J'ai répondu déjà à cette question. Je pense qu'il est important aujourd'hui de s'en remettre à ce qui a été dit devant la Cour. Et moi, je souligne surtout que je dispose d'un certain nombre d'éléments qui indiquent que le bureau du procureur a systématiquement préparé ses témoins sur ce qu'ils devaient dire dans le cadre de leur déposition devant la Cour, a fait des promesses exorbitantes et inconsidérées à des témoins d'obtenir des avantages, des sommes d'argent en échange de leurs témoignages. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Voilà ce que nous disons aujourd'hui, raison pour laquelle je considère que tant que, dans le cadre de ce dossier, la composition du bureau du procureur est constituée en tout cas de Mme Bensouda, contre qui je déposais une plainte conformément aux textes qui régissent la Cour pénale internationale, justement une plainte dans laquelle je lui reprochais d'avoir corrompu des témoins, d'avoir suborné des témoins, lorsque tout le monde sait aujourd'hui que bien avant mon arrestation, j'avais déjà dénoncé un certain nombre d'irrégularités, de dysfonctionnements, de malversations dans le fonctionnement du bureau du procureur, que cela a été enregistré à la suite des conversations que j'ai eues avec d'autres membres de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba. Conversations au cours desquelles nous étions en train de préparer le dépôt d'une plainte contre Mme Bensouda, donc c'est-à-dire contre le procureur de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas dans une position objective d'impartialité pour pouvoir poursuivre cette même personne qui a déposé plainte contre elle, cette même personne qui avait déjà commencé à réunir des éléments de preuve contre elle avant même qu'elle n'initie des poursuites à mon encontre. Comment expliquez-vous cette espèce d'omnipotence dont jouit le bureau du procureur à la CPI? Eh bien, il faut simplement constater que nul n'est au-dessus de la loi. Tant que le bureau du procureur, tant que le procureur de la Cour pénale internationale sera au-dessus des lois, tant qu'elle ne pourra pas répondre publiquement dans le cadre d'un procès équitable des faits qui peuvent lui être reprochés par quiconque, même par une personne qui est poursuivie, eh bien, il sera difficile de garantir les procès équitables aux personnes qui sont poursuivies devant la Cour pénale internationale. Ceci appelle donc 2 choses. Une réforme profonde de la politique criminelle qui est menée par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Concrètement? Eh bien, concrètement, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord donner la possibilité aux personnes qui sont poursuivies ou à n'importe quel citoyen de pouvoir se plaindre, de pouvoir engager une action en justice contre n'importe quel membre du bureau du procureur qui serait soupçonné de corruption de témoins, qui serait soupçonné de subornation de témoins, et que cela fasse l'objet que cela fasse l'objet d'une procédure équitable, une procédure publique. Mais dans le cas d'espèce, lorsque moi personnellement je déposais plainte contre Mme Bensouda, eh bien tout de suite il m'a été interdit de rendre publique cette plainte,
en tout cas, de garder confidentiels, secrets, les éléments des preuves que j'avais déposés contre Mme Bensouda. Et cela n'est pas normal parce que ça fragilise l'idée de la justice. Et ça fragilise l'idéal même de justice de la Cour pénale internationale. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a là déjà une réforme profonde à faire. Deuxième réforme importante, il faudrait que les questions qui ne relèvent pas des crimes les plus graves que j'ai cités tout à l'heure puissent être traitées par les tribunaux nationaux des États partis à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que si une personne est accusée d'avoir porté atteinte à l'administration de la justice de la Cour pénale internationale, eh bien, il y a lieu de faire confiance aux tribunaux des pays comme les Pays-Bas, comme la Belgique, comme la France, et d'autres pays africains aussi, qui peuvent connaître de ces dossiers et en juger. Et finalement, n'est pas encombrer la Cour pénale internationale des questions ou des affaires autres que celles qui concernent véritablement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides ou les crimes d'agression. Maître, avant qu'on termine avec l'affaire Bemba, je voudrais vous poser une question un peu dérangeante en tant qu'avocat. Dans 2 mois, ça va faire exactement 10 ans depuis que M. Bemba est privé de liberté, ici à Bruxelles, et puis il est parti à La Haye. C'était au mois de mai 2008. Est-ce que, première question, l'affaire Bemba est une affaire judiciaire ou affaire politico-judiciaire? Je crois qu'on vous a déjà posé cette question. Mais on a mes consciences. Est-ce que c'est une affaire judiciaire ou politico-judiciaire? Si c'est politico-judiciaire, qui tire les ficelles, selon vous? Ça fait trop de questions peut-être. Eh bien, je voudrais vous dire que je suis en train de rédiger un ouvrage que je ne pourrai pas finaliser avant le tout dernier arrêt qui sera rendu dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, devant la Cour pénale internationale, où je dirai un certain nombre de vérités. Mais pour l'heure, je peux vous dire que ce dossier est un dossier politico-judiciaire, tout simplement parce que, dès son origine, tout au long de son déroulement, que ce soit sur les questions de mise en liberté provisoire, eh bien, à chaque fois, il y a un peu trop d'interférences politiques. De sorte que, si l'affaire Bemba aujourd'hui avait été jugée par la Belgique sur base de sa compétence universelle, je peux vous dire que ça n'aurait pas pris plus de 2 ans. Vous avez vu beaucoup de dossiers traités en France, en Allemagne et même ici à Bruxelles sur des questions de crimes de droit international humanitaire. Eh bien, ça se déroule très rapidement. Mais qui, selon vous, a intérêt à maintenir Jean-Pierre Bemba le plus longtemps possible à La Haye? Eh bien, je ne veux pas évidemment spéculer sur cette question. Mais ce qui est certain, aujourd'hui, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les multinationales, les grandes puissances occidentales interfèrent régulièrement pour les besoins des intérêts économiques de leur pays. Ils interfèrent régulièrement dans la vie politique de la République démocratique du Congo et donc ont l'habitude de faire, de défaire, d'influencer les hommes politiques chez nous, de manipuler même l'opinion nationale à travers notamment les médias, chaque fois qu'un homme politique ne répond pas à leurs intérêts économiques. Et donc de ce point de vue, il faut effectivement voir du côté des firmes multinationales, il faut voir du côté des pays occidentaux. Avec le recul, est-ce que vous pensez, et c'est ma question dérangeante, que l'équipe d'avocats qui était là pour conseiller Jean-Pierre Bemba aurait dû faire mieux que ce qu'elle a fait? Beaucoup de gens se posent la question, comment se fait-il que dans l'acte d'accusation qui émanait de la Cour de cassation de Centrafrique, Ange Patassé, l'ancien président centrafricain, était l'accusé numéro 1. Il y avait notamment le général Boumba Yaké Fernand, si je prononce bien son nom,
il y avait le Tchadien Miskin Abdoulaye, Paul Baril le Français. Comment se fait-il que à la barre, on ne retrouve que Jean-Pierre Bemba et aucun protagoniste centrafricain? Est-ce que, quelque part, la défense de Jean-Pierre Bemba a fait ce qu'elle pouvait faire? Je puis vous dire que, de ce point de vue, nous avons veillé en tout cas à assumer la défense de Jean-Pierre Bemba en utilisant tous les moyens juridiques qui étaient à notre disposition et en nous entourant des plus grandes expertises au niveau international dans tous les domaines. Il faut d'ailleurs constater que moins d'un an après son arrestation, Jean-Pierre Bemba a été libéré. Il y a eu une décision de remise en liberté en 2009. Il venait d'être arrêté au mois de mai 2008. Cette remise en liberté que j'ai obtenue comme avocat n'a jamais été matérialisée, tout simplement parce que plusieurs pays occidentaux ont refusé la libération de Jean-Pierre Bemba, ont écrit de concert à la Cour pénale internationale pour utiliser toute une série d'artifices visant à s'opposer à la remise en liberté effective de Jean-Pierre Bemba. Rappelez-vous aussi que lors de la confirmation de charge en 2009, un an après la privation de liberté de Jean-Pierre Bemba, j'ai pu, comme avocat, obtenir que le procureur soit désavoué dans toutes ces accusations qui étaient dirigées contre Jean-Pierre Bemba, qu'il qualifiait comme étant celui qui avait volontairement organisé la répression, les crimes, les viols, les meurtres, les pillages à Bangui, en Centrafrique. C'est ce qu'on appelait la responsabilité personnelle, la responsabilité directe de l'article 25 du statut de Rome. Les juges ont cassé totalement cette ligne d'accusation du bureau du procureur qui avait pourtant été rendue publique à travers tous les médias du monde. Et le procureur aurait pu déjà à ce moment-là faire marche arrière, on aurait pu arrêter la machine et libérer Jean-Pierre Bemba. Mais dans une forme d'acharnement politico-judiciaire, le procureur a poursuivi jusqu'à monter une nouvelle accusation en plein procès, en prétendant que finalement, il était le commandant des opérations à Bangui, en dépit des expertises les plus avérées, comme celle du général Jacques Sehara, qui a clairement dit que du point de vue de la science militaire, il est impossible de confirmer que Jean-Pierre Bemba était le commandant des opérations militaires qui se déroulaient à Bangui. Le drame, c'est que le temps court contre nous. On va aborder le sujet, je dirais, plus ou moins principal aussi, la situation au Congo, Kinshasa. Vous venez de là. Quel tableau vous pouvez faire de la situation générale du pays après la répression de 3 marches organisées par le comité laïque de coordination? Bien, moi je ne voudrais pas polémiquer sur ces questions d'un point de vue politique, mais je voudrais en tant qu'expert sur ces questions de droit, puisque nous touchons aux droits de l'homme, vous dire que la liberté de manifestation publique est garantie par la Constitution en République démocratique du Congo. Mais il faut savoir que la liberté de manifestation veut simplement dire que un groupe de personnes agissant au nom d'un parti politique, d'un syndicat, d'une organisation sociale quelconque, peuvent effectivement manifester leurs sentiments, un sentiment de mécontentement, ou simplement formuler des revendications. Et ils peuvent le faire sur la place publique. Ils s'adressent à ce moment-là à l'autorité établie pour lui demander de tenir compte de leur point de vue. Alors, il faut aussi reconnaître que cette liberté de manifestation n'est pas une liberté absolue, parce qu'elle est aussi sujette à un certain nombre de conditions. La première condition qui est fixée par la Constitution, c'est que les organisateurs de la marche doivent premièrement
informer préalablement l'autorité politico-administrative. Alors, l'information consiste en quoi? Eh bien, nous n'avons pas encore une loi d'application votée qui fixe les modalités d'exercice de cette liberté de manifestation, mais on peut interroger le droit comparé pour voir comment ça se passe dans des pays dits démocratiques aujourd'hui, comme la France par exemple. C'est que, eh bien, en France, lorsque l'on veut, organiser une manifestation, il faut prévenir les autorités 3 à 15 jours au préalable. Et les organisateurs ne peuvent mettre en pratique leur marche que si l'autorité politico-administrative en France ne s'y est pas opposée. Mais par contre, au Congo, voici ce qui se passe. Il faudrait informer au préalable. Mais l'information, et c'est peut-être ça que vous ne savez pas, c'est que l'information doit porter sur l'identité des organisateurs. Il faudrait informer sur l'itinéraire. L'itinéraire, ça veut dire le point de départ et le point de chute. Non, je crois que tout ça c'est connu. Il faudrait donner des informations sur l'ampleur de la manifestation. Je vais vous dire aussi les conséquences juridiques de tout cela. Parce qu'une manifestation, par exemple... Non, c'est très important, parce que c'est des questions pratiques. Lorsque vous organisez une manifestation, vous avez la responsabilité de savoir combien de personnes vous projetez voir venir prendre part à l'organisation. Parce que lorsque c'est 1 million de personnes, il y a un nombre de policiers qu'il faut pour cette manifestation. Et donc, je pense aujourd'hui que la difficulté qu'on a connue avec les manifestations en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, c'est que généralement, du point de vue des itinéraires, il y a beaucoup d'itinéraires qui sont annoncés en un même temps. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de marches qui partiront de toutes les paroisses, eh bien, ça pose un problème parce que, généralement, lorsqu'on parle d'une marche, eh bien, c'est un itinéraire. Lorsqu'il y a des centaines d'itinéraires... dans des considérations juridiques. Non, c'est très important. J'aimerais quand même vous dire ceci. C'est très important. Oui. Vous devez comprendre ce que l'état de droit prévoit. L'état de droit prévoit... je vous prends au mot. Vous savez qu'en France, par exemple, le maire... Le maire de Paris... C'est très important. Le maire de Paris a refusé des manifestations tout simplement parce qu'il n'avait pas un effectif policiers suffisants pour encadrer la manifestation. Combien de policiers avons-nous en République démocratique du Congo? J'entends que nous n'en avons pas plus de 70 000. Eh bien, de ce point de vue... vous dire, vous faites un peu l'avocat du diable. Non. Comprenez-moi très bien, c'est extrêmement important. Non, mais je voudrais vous dire ceci. La manifestation ne peut être organisée que si l'ampleur de la manifestation au regard du nombre de policiers, permet d'encadrer une telle manifestation. Et je pense que la difficulté qu'on a connue, c'est que les organisateurs des dernières manifestations au Congo, et moi je ne parlerai pas de répression, mais je parle véritablement d'affrontement. Je crois que c'est le terme d'un point de vue juridique qui est le plus approprié. Pour dire que nous avons d'une part des manifestants, d'autre part de policiers, qui, à un moment donné, sont entrés effectivement en confrontation, et c'est déplorable. Alors moi, d'un point de vue... les gens vous ont compris. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. La jeune fille Thérèse Kapangala, qui a été abattue lors de la manifestation du 21 janvier dans l'enceinte de l'église Saint-François de Sales. Ses parents viennent de saisir le procureur général de la République pour la 3e fois, par plainte. Ils ont même désigné le suspect présumé, le général Silvano Kasongo. Il n'y a aucune suite, même pas une accusée de réception. Mais il n'y a pas de justice, pour le moment en tout cas. Il n'y a pas d'égalité, les Congolais ne sont pas traités de manière égale devant la loi. Eh bien, je veux vous dire ceci. Une procédure judiciaire, j'imagine, je ne suis pas évidemment au courant de la procédure qui a été engagée, mais tout ce que moi je sais, c'est que j'ai lu un document du comité laïque qui dit que ce jour-là, il y a eu à peu près 3 millions de manifestants dans les rues. Et il semble qu'au niveau de Kinshasa, il y ait eu un seul mort, sauf si vous avez une information contraire. En tout cas, ce qui est sûr, d'après toutes les études que vous pouvez d'ailleurs consulter en la matière, il est établi que lorsque il y a
des manifestations de très grande ampleur, il existe toujours un risque de perte en vies humaines, un risque des blessés, un risque de dégradation des biens des personnes publiques ou privées. Raison pour laquelle il est extrêmement important de suivre la procédure telle que ça se passe dans tous les États démocratiques, c'est-à-dire d'évaluer d'abord le nombre de personnes qui peuvent venir à cette manifestation pour que le nombre de policiers... Non, c'est extrêmement important. Nous sommes en train de tourner en rond. Laissez-moi vous expliquer la matière. C'est-à-dire que pour que le nombre de policiers soit en nombre suffisant pour éviter justement de débordement et au besoin disperser toute manifestation en cas de troubles graves. Mais ça, c'est dans un maintenant, état impartial. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Ce qui n'est pas le cas au Congo-Kinshasa. C'est que, d'après d'autres collègues à vous, journalistes, qui m'ont interrogé sur la matière et qui m'ont produit un document qui était un ordre opérationnel signé par le général Amouli, qui était adressé à tous les officiers de la ville de Kinshasa, y compris donc le général Kassongo dont vous parlez. J'ai lu là-dedans interdiction d'utiliser des armes létales, interdiction de tracasserie vis-à-vis de la population, respect de droits humains. Voilà l'ordre qui a été donné. Oui. Si maintenant il s'avère, il s'avère qu'il y a eu un mort, jeune Rossi Mukendi, il s'avère qu'il y a eu un mort, il y a eu le jeune Eric Bokolo. Dans ces conditions-là, comme ça se fait dans les autres pays, on a vu aussi des cas de mort aux États-Unis ou en France, c'est déplorable, c'est inacceptable, je suis le premier à le dire, en ma qualité. Vous aimez comparer. C'est très important parce que... Vous me faites penser à Nietzsche qui disait quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Non, pas du tout, pas du tout. C'est important de faire, c'est important chaque fois d'interroger, en matière de droits de l'homme, d'interroger le droit comparé pour qu'il nous apporte ces lumières sur ce qui se passe chez nous. J'imagine que vous connaissez sans doute Maître Kabengela Ilunga. Il est avocat au barreau de Kinshasa. Celui qui vient d'écrire pour la 3e fois au procureur. Je crois que toute la procédure que vous venez d'énoncer, il doit le savoir. Ben, s'il le sait comme moi... silence des deux parquets, parce que c'est l'auditorat militaire, général militaire, et le parquet général de la République reste silencieux. Écoutez, l'information que moi je dois vous donner, c'est s'agissant d'un crime ou d'un décès qui est survenu le 21 janvier. Donc on prend tout le mois de janvier, tout le mois de février, on est au mois de mars, ça ne fait pas encore 2 mois. Ça veut donc dire qu'en 2 mois, il est normal que les premiers devoirs d'investigation soient encore en cours et c'est trop tôt en principe pour que la partie civile, que la famille de la personne décédée puisse accéder au dossier. Ça ne se fait pas comme ça. Dans tout état de droit, ça prend d'abord quelques mois. Et s'ils ont pris un avocat aguerri qui s'y connaît, l'avocat est censé savoir qu'on ne peut pas comme ça déposer une plainte et demander directement d'accéder au dossier. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps imparti. On n'a pas pu épuiser... les sujets qu'on avait prévus, étant donné la longueur de l'argumentation. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire. Ben, je voudrais simplement dire 2 choses pour clôturer. C'est qu'aujourd'hui, nous avons 46 millions de Congolais qui se sont enrôlés dans notre pays. C'est un message parce que ça fait plus de la moitié de la population qui disent « nous voulons aller aux élections ». Ces élections doivent pouvoir se dérouler suivant le calendrier qui est fixé. Nous espérons que d'ici la fin de l'année. Et donc pour moi, c'est un appel que je lance à la Cour pénale internationale pour leur dire il faudrait travailler à la pacification du pays. Partout où il y a des milices, ce n'est pas normal qu'on ait des milices dans l'est du pays qui sont en train de commettre impunément des exactions, des violations de droits de l'homme massives en exploitant du coltan en faveur de firmes multinationales. Et la Cour pénale internationale ne fait rien. Alors que plus de la moitié de la population, 46 millions qui se sont enrôlés, veulent aller rapidement aux élections sans entrave d'ici la fin de l'année. Je voudrais terminer simplement en disant aussi que je constate qu'un nouveau code minier a été promulgué, mais cette promulgation fait suite évidemment à une volonté populaire qui s'est manifestée
à travers un vote dans les deux chambres, à l'unanimité des sénateurs et à la majorité écrasante des députés qui ont pris part au vote du Code minier. C'est une volonté du peuple congolais qu'il faudrait respecter. Et là, c'est un message que je lance, évidemment, aux miniers, aux investisseurs, à tous ces partenaires internationaux qui viennent, évidemment, faire du business pour avoir du profit au Congo, en leur disant, il est important de retenir 3 choses. Le nouveau Code minier doit être respecté dans la mesure où il permet de faire respecter aussi les exigences de salubrité, les exigences de respect de l'environnement pour les populations locales. Et là, je pense notamment à toutes ces populations que l'on retrouve dans Kolwezi et dans les régions environnantes qui souffrent, je veux le dire, qui souffrent parfois qui souffrent des conséquences écologiques désastreuses des exploitations de minerais dans notre pays. Deuxième chose, laissez-moi terminer, deuxième chose, je voudrais aussi dire que aujourd'hui, il est important que le peuple congolais puisse aussi bénéficier au même titre, si pas plus que les partenaires internationaux, des richesses naturelles de notre sol et de notre sous-sol. Et je voudrais enfin terminer en disant simplement encourager les autorités en place dans notre pays à poursuivre le dialogue permanent qui a toujours existé entre les autorités en place au pays et les partenaires internationaux sur la problématique des conséquences pour ces partenaires internationaux liés notamment à la promulgation du nouveau code minier. Il est important évidemment de garder le dialogue, de poursuivre ce dialogue tout en tenant compte de la nécessité de renflouer les recettes de l'État pour permettre au peuple congolais de pouvoir bénéficier de revenus suffisants dans les caisses de l'État pour enfin développer des grandes politiques sociales qui répondront aux aspirations profondes du peuple congolais. Moi-même, j'ai visité le Congo profond, je suis allé dans des villages reculés et j'ai vu chaque fois que les gens ont besoin de l'eau potable, ils ont besoin d'accès aux soins de santé, ils ont besoin d'accès à la scolarité, ils ont besoin que les routes soient refaites, mais aussi les voies navigables, le drainage de fleuves, de lacs, que même les moyens de communication, même les réseaux Internet soient développés, et ceci est un prix à payer pour permettre finalement le bien-être social de la population. Et pour ce faire, je pense aussi qu'il faudrait encourager le processus électoral qui est en cours, que les élections puissent se dérouler comme prévu par les calendriers de la CENI, pour permettre enfin au peuple congolais de voter des nouvelles personnalités, notamment au niveau des élections présidentielles, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale et même des assemblées provinciales. Et je pense que ce renouvellement de la classe politique permettra de redonner une nouvelle légitimité en vue de permettre de répondre aux besoins du peuple congolais. Il faudrait qu'on aille aux élections. On ne peut plus rester avec un Sénat qui a été voté depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Dire qu'il faudrait encore que ça s'éternise, ce n'est plus possible. Il faudrait qu'on aille aux élections. Toutes les personnes qui se sentiront lésées pourront, selon le cas, saisir soit la Cour d'appel ou la Cour constitutionnelle. Et je dois d'ailleurs dire que les tout derniers arrêts qui ont été rendus par la Cour constitutionnelle montrent que cette Cour a pris son indépendance et qu'aujourd'hui, l'indépendance de la justice est quelque chose qui est en tout cas assuré à travers les dernières affaires qu'on a vues, notamment l'élection des gouverneurs, où on a vu que la justice congolaise, à travers la Cour constitutionnelle, a pris ses distances notamment face à certaines positions politiques qui ne rencontraient pas les exigences de droit. Vous faites allusion particulièrement à quel cas, de quel gouverneur? Eh bien, prenons le cas, par exemple, du gouverneur Kazembe. Oui. On a bien vu que la Cour constitutionnelle a
la réhabilité d'un Oui. point de vue juridique. Oui. Eh bien, je pense qu'il appartient au gouverneur Kazembe, avec ses avocats, de poursuivre cette action jusqu'au bout pour que, effectivement, la justice puisse triompher. Mais ce que moi je voudrais dire ici aujourd'hui, Maître, c'est vous que... êtes au courant quand même que le secrétaire général du PPRD de l'époque, M. Henri Mova, a écrit pour dire que M. Kazembe n'était plus membre du PPRD. Donc le politique ou la politique a pris préséance sur le juridique. Eh bien là, je ne vous suis pas, parce que les plusieurs arrêts... Mais où est M. Kazembe aujourd'hui? Est-ce qu'il a été Mettons-nous réhabilité? bien d'accord. Oui. Plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle, et là personne ne me contredira, Oui. indiquent bien que la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo est une cour qui est indépendante et donc qui peut ça, c'est sur offrir papier. des garanties, Mais c'est sur garanties d'une décision de justice qui soit équitable, qui soit impartiale et qui soit indépendante. Et moi, ce que je voudrais dire pour rester dans notre sujet, c'est qu'il faudrait que nous puissions aller aux élections le plus rapidement possible. Il faudrait donc soutenir ce processus jusqu'au bout. En tout cas, partout où moi je voyageais à travers les Congos, au-delà de Kinshasa, à l'intérieur du pays, chaque fois que je parle aux citoyens congolais, eh bien, ils répondent, ils disent chaque fois la même chose. Nous voulons aller aux élections, nous voulons renouveler la classe politique Là, congolaise. nous sommes tout Eh à fait bien, d'accord. il faut leur donner cette occasion, saisir l'opportunité du calendrier électoral qui est fixé maintenant par la CENI pour se concentrer pour les élections du mois de décembre 2018. Il existe un accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo qui consacre l'inviolabilité des lieux de culte. Oui, on Mais est toujours dans les juridismes, maître. je voudrais aussi vous dire que ce même texte prévoit que cette inviolabilité des lieux de culte est garantie à l'Église à la condition que les activités qui sont menées par l'Église soient des activités qui sont d'ordre spirituel. Mais dès lors que l'Église, et c'est son droit parce que l'Église est composée des citoyens congolais, exerce des activités temporelles, c'est-à-dire des activités sociales qui échappent à sa mission spirituelle, eh bien à ce moment-là, elle bénéficie plus d'un statut particulier, mais relève évidemment de textes qui sont prévus par la Constitution. Et je rappelle ici que il est important de savoir que lorsqu'on organise une manifestation, il faut informer quels sont les itinéraires. Oui, en fait, si je vous comprends, et je crois que beaucoup de spectateurs partageront cette opinion, selon vous, l'Église doit se cantonner à prêcher l'Évangile. L'Église ne doit pas dire qu'il y a la misère sociale, l'Église ne doit pas dire qu'il y a l'insécurité, l'Église ne doit pas dénoncer la pauvreté. Non, 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 vous m'avez mal compris et vous vous trompez. Si vous dites ça, dès vous lors vous que trompez. l'Église le fait, Pas du tout. elle sort de son cadre normal. Non, 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 je vous dis ceci. L'Église a un double statut. L'Église a un statut spirituel, c'est-à-dire dans les cadres de ses missions religieuses et spirituelles, et bénéficie à ce moment-là d'un statut particulier d'inviolabilité, une forme d'immunité qui lui est accordée en vertu d'un accord de siège Ça, vous entre avez déjà le dit. Vatican et le Congo. Mais par contre, lorsque l'Église exerce des activités sociales, c'est-à-dire des activités temporelles, Oui. eh bien, elle ne bénéficie pas d'un statut particulier, privilégié par rapport à d'autres citoyens, c'est-à-dire qu'elle doit suivre aussi la procédure normale. La procédure normale, c'est celle que j'ai déjà dite et que je ne vais pas répéter, mais qui consiste, bien entendu, à fournir toutes les informations préalables, à garantir aussi le respect par les organisateurs de la loi, de l'ordre public et des droits d'autrui. Les droits d'autrui, ça veut dire le droit, par exemple, à la scolarité pour les enfants, interdiction d'empêcher les enfants de se rendre à l'école au motif qu'il y a une manifestation, c'est une violation de la Constitution. On connaît pas de cas. Interdiction d'empêcher Il y a personne des qui gens se plaint dans qui ce sens. souhaitent se rendre à leur lieu de travail de s'y rendre, parce que là aussi, c'est un trouble à l'ordre public, c'est une violation du droit d'autrui. C'est extrêmement important ce que je vous dis, parce que ça fait partie du cadre normatif. Je pense que
il y a des obligations qui pèsent évidemment sur les services des polices, qui doivent ne pas utiliser des armes létales, qui doivent ne pas utiliser des armes qui peuvent causer la mort ou des blessures graves. Mais de l'autre côté, il y a aussi une responsabilité de manifestants, des organisateurs, qui doivent aussi savoir qu'ils sont obligés comme organisateurs de respecter la loi, de respecter l'ordre public, de respecter aussi les bonnes mœurs. Interdiction pour nos mamans de se dénuder sur la place publique. Il n'y a Parce pas que eu de c'est cas tout de ça. ce genre. Nous sommes en train d'aller trop Non, loin non, 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 inutilement. non, non, non. Écoutez, je viens de Kinshasa. Ce sont des réalités que nous vivons là-bas sur le terrain. On a vu à plusieurs reprises, parfois des mamans se dénuder sur le boulevard catholiques. du 30 juin. Peu importe, je Non, vous nous parle... parlons de manifestations non. organisées dans le cadre... Non, 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 mettons-nous bien d'accord. Nous comité parlons de de coordination. manifestations organisées en vertu de la liberté de manifestation prévue pour les Congolais. Donc je vous parle de Congolais indépendamment de leur appartenance religieuse. Interdiction Je crois qu'on de va arrêter là parce violer la loi, qu'on a de violer l'ordre largement public. dépassé le temps imparti. Nous vous remercions.